La qualité des soins en question, un podcast de la Direction générale de la santé de l'État de Vaud. Un geste, juste un geste, mais il peut tout changer. La qualité des soins, ce n'est pas un simple concept, ce n'est pas non plus une évidence, même si les milieux médicaux la souhaitent, la visent. Assurer la sécurité des patients et la qualité des soins qui lui sont prodigués, ce n'est pas non plus un vœu pieux pour Anthony Staines. Il accompagne les professionnels sur ce chemin parfois semé d'obstacles inattendus, des obstacles qui peuvent être minuscules, mais aux conséquences possiblement très importantes. Sécurité, qualité, cela passe par des actions parfois toutes simples, mais qu'il faut intégrer, valoriser, s'approprier, systématiser. Travailler à cette amélioration, qu'est-ce que cela signifie en pratique ? Qui mieux qu'Anthony Staines pour répondre à cette question ? Il est chargé du programme Sécurité des patients et qualité des soins pour la Fédération des hôpitaux vaudois. Il s'agit avant tout de générer des résultats pour des individus et des populations. Et on pense à des résultats en termes de sécurité, par exemple, c'est-à-dire d'éviter de nuire aux patients, d'éviter des événements indésirables, des chutes, des escarres, des infections nosocomiales. On parle aussi de prise en compte du point de vue du patient, donc d'être centré patient, c'est une dimension de la qualité des soins. On parle également d'efficacité, c'est-à-dire de prendre les bons traitements. En anglais, on appelle ça « evidence-based », fondé sur des données probantes, ce que la science a de meilleur à offrir. Donc voilà, oui, il y a beaucoup de ces dimensions qui entrent dans la qualité des soins. Et de mon côté, je mets beaucoup d'emphase sur la sécurité, déjà ne pas nuire, et sur la prise en compte des besoins, des attentes et des préférences du patient, le centré patient. On a dessiné les contours de ce qu'est la qualité. Après, il faut en faire quelque chose. Après, c'est quelque chose de dynamique et sur lequel il faut agir et bouger tous les jours. Ça veut dire que c'est pas juste quelque chose dont on constate l'état. Il faut qu'on travaille à l'amélioration de cette qualité et qu'on le fasse tout le temps, en permanence. Et il faut que chacun considère que son travail, son job, c'est pas juste de soigner les patients d'aujourd'hui, c'est bien sûr de soigner les patients d'aujourd'hui, mais c'est aussi de détourner un tout petit peu de temps pour préparer les soins des patients de demain. Et ça, c'est l'amélioration de la qualité. Le patient vient chercher réconfort, soins visant d'aller mieux en sortant d'un établissement de santé. Or, il se trouve qu'il y a des occasions dans lesquelles les soins reçus nuisent au patient. Exemple, une infection que le patient n'a pas en entrant, mais qu'il acquiert à l'hôpital. Exemple, un événement indésirable médicamenteux, c'est-à-dire que c'est le médicament reçu qui nuit au patient et pas la pathologie du patient, ou une complication chirurgicale, ou une chute, ou une escarre, etc. Donc il y a bien des façons dont les choses peuvent poser des challenges de sécurité des patients. Comment est-ce qu'on travaille à l'amélioration de la qualité pour qu'on en voit des effets et pas que ce soit juste un concept énorme ? C'est vrai que c'est quelque chose d'assez complexe parce qu'il y a des aspects techniques. C'est souvent ce qu'on appelle les bonnes pratiques. Donc, il y a des façons de soigner, de traiter les patients qui donnent des meilleurs résultats, qui génèrent moins d'effets indésirables, etc. Et il faut identifier ces bonnes pratiques et s'assurer qu'elles sont appliquées à large échelle, tout le temps, chaque jour pour chaque patient. Je vais prendre un exemple, l'hygiène des mains. Il y a des façons de pratiquer l'hygiène des mains. Il y a des moments où il faut pratiquer l'hygiène des mains. Et donc, il faut que les établissements de santé soient en mesure de s'assurer que ça se passe de façon systématique et à grande échelle. Et puis, un complément de tout ça, c'est les aspects culture. C'est-à-dire que si une équipe n'y croit pas vraiment et pense que c'est pas très important, etc., ou qu'on peut s'en passer, ou qu'on le fait si on a le temps, etc., ou si les chefs ne montrent pas l'exemple, eh bien, ça a tendance à ne pas se passer aussi systématiquement que ça devrait se passer. Donc cet aspect technique auquel on peut former les gens, etc., il vient être renforcé par des aspects
culture? Est-ce que ça entre dans les valeurs d'une équipe, des individus, etc., qui vont le faire beaucoup plus spontanément, rigoureusement, si ils y croient? Et puis il y a aussi des aspects mesure, c'est-à-dire que on peut compter les indications à l'hygiène des mains, on peut compter les gestes faits, et dès l'instant qu'on mesure et qu'on restitue le résultat aux personnes observées, il y a une sorte d'effet autorégulateur, de prise de conscience. Finalement, je fais mon métier pour soigner des gens, pour qu'ils aient mieux, pas pour qu'il y ait des problèmes, etc. Et donc, si je prends conscience d'une sous-performance, mon éthique me pousse à réguler ma façon de faire. Pour changer ça à grande échelle, on parle d'intervention multimodale, c'est-à-dire qu'on essaye de faire converger un faisceau d'interventions. L'hypothèse qu'on a, c'est qu'en tant que collaborateur, je ne vais pas changer mon comportement parce que je reçois un mémo du directeur. Ça ne marche pas, ce n'est pas suffisant. Par contre, si je reçois le mémo et puis qu'un de mes collègues que j'estime me dit aussi la même chose, quelque chose de convergent, mon chef montre l'exemple. Quand lui entre en premier dans la chambre, il fait le geste d'hygiène des mains. Tout ça commence à déclencher un changement de comportement. Et en plus, si on m'affiche un taux et que je peux voir que le taux de mon équipe n'est que de 65 alors qu'on vise 85, ça accentue cette volonté de changer. Si tout ça s'inscrit dans une culture de service où les collègues se poussent du coude pour dire mais on veut atteindre ce 85%, ça aussi, ça achève de me convaincre. Si les taux sont affichés, si les distributeurs de solutions hydroalcooliques sont au bon endroit. J'ai visité une fois un établissement où les distributeurs étaient dans les couloirs. J'ouvre la porte de la chambre du patient, je suis déjà contaminé. Et comme j'ai plus de distributeur à l'intérieur, c'est comme si je ne pouvais pas faire juste, n'est-ce pas? Et dans ces établissements, on a introduit des distributeurs de solutions hydroalcooliques en disant c'est pas juste un par chambre, mais c'est un par lit. Il faut que à chaque lieu de soin, et le lit est un lieu de soin, juste en tendant le bras, j'ai accès. Et ce faisceau d'intervention a tendance à changer véritablement les comportements et à le faire de façon durable. Anthony Staines, dans quelle mesure le patient est intégré dans le processus d'amélioration de la qualité? Je pense qu'il faut absolument faire entrer le patient dans ce mouvement. D'abord en termes de comprendre ses préférences, qu'est-ce qui est important pour lui, de quoi il a besoin, etc. Et puis ensuite de l'engager à participer à ses soins comme un partenaire, s'il est disposé, s'il a les capacités, s'il a envie de le faire. Il ne faut pas qu'on transfère la responsabilité sur lui en se dégageant, nous, professionnels, de la responsabilité, mais il faut qu'on l'associe aux choses qu'il a envie de faire. La prévention des escarres est un très bon exemple. Le patient peut participer à se mobiliser dans une certaine mesure, selon ses capacités, etc. Ça implique une forme de ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique, c'est-à-dire d'expliquer les enjeux, d'expliquer quel mouvement, à quel moment, etc. il faut les faire pour que le patient complète ce que le soignant peut apporter, voire même que le patient rappelle au soignant quand il y a quelque chose qui aurait dû se produire et qui n'est pas là, etc. Donc, je crois que c'est vraiment nécessaire et bienvenu de solliciter l'engagement du patient comme partenaire. Quand on est du côté peut-être des moins professionnels, des patients peut-être, on a l'impression qu'on nous parle beaucoup de qualité quand il y a une nouvelle machine qui se met en place, quand il y a un nouveau médicament, entre guillemets, miracle. On parle assez peu, me semble-t-il, d'une amélioration de la qualité dans le partage, dans le relationnel. Comment est-ce que ça se travaille et comment est-ce que ça s'évalue, puisque vous passez beaucoup par l'évaluation pour faire avancer les choses? Alors, je pense effectivement que c'est un volet aussi très important de la qualité. Nous avons, avec la Fédération des hôpitaux vaudois, une campagne un jour par année pour sensibiliser tous les collaborateurs au partenariat avec le patient, à l'écoute du patient. Et cette campagne s'appelle « Qu'est-ce qui est important pour vous ?» L'idée, c'est d'utiliser cette phrase d'accroche pour entrer en contact avec le patient. Qu'est-ce qui est important pour vous? Et on s'aperçoit que si on arrive à mieux comprendre justement ce qui est important pour le patient, eh bien, on arrive à co-construire avec lui un traitement auquel il va beaucoup mieux adhérer, donc qui lui donnera plus de satisfaction, mais qui aura aussi plus de succès, parce que les médicaments ne finiront pas dans les plantes vertes juste pour les apparences, etc. Donc, c'est une partie très importante. Et c'est aussi des choses qu'on peut quantifier
on utilise 2 types d'indicateurs qui sont ce qu'on appelle les PREMS, Patient Reported Experience Measures, donc sur l'expérience du patient. On lui demandera par exemple s'il s'est senti traité avec respect, s'il a eu l'impression de pouvoir participer aux décisions qui concernaient sa santé, ça c'est de l'expérience patient. Et on mesurera aussi de l'outcome patient, c'est-à-dire le résultat clinique tel que le perçoit le patient. Pas mesuré par un thermomètre ou un tensiomètre, etc., mais comment le patient perçoit l'amélioration, par exemple, de son autonomie ou la baisse de sa dépression. Toutes ces mesures de symptômes d'amélioration, par exemple, de la qualité de vie à l'issue d'un traitement. Et c'est quelque chose qu'on va pouvoir monitorer au fil du traitement et qu'on peut rapatrier dans le dossier du patient, comme on aurait la température, la tension, on peut avoir la qualité de vie, la dépression, la douleur, etc. Toute une série de symptômes qui mesurent qu'est-ce que ça apporte pour le patient. J'invite souvent dans cette journée de campagne des professionnels de santé à dire sélectionnez 3 patients et puis vous réfléchissez qu'est-ce que vous pensez qui est important pour eux. Et ensuite, vous allez poser la question au patient et vous analysez les écarts entre ce que vous pensiez qui était important pour le patient et ce qui est vraiment important pour le patient. Et on devient très étonné. On pensait que ce qui était important pour lui, c'était d'allonger sa vie de 3 mois avec les médicaments qu'on allait lui donner. Et la réponse du patient, c'était « Moi, ce qui est important pour moi, c'est d'être au mariage de ma petite fille dans 2 semaines et d'être en pleine possession de mes facultés. Même si je souffre un peu, même si ma vie sera un petit peu plus courte, mais c'est ça qui est important pour moi. » C'est des remises en question, c'est un magnifique voyage à faire, mais ce n'est pas forcément un voyage tout facile à faire, parce que ça demande de déconstruire un certain nombre de choses qui sont assez fortement enracinées, disons. Quelle est la marge de manœuvre de l'amélioration de la qualité au moment du diktat des coûts? Oui, je pense qu'il y a un certain malentendu sur ceci, parce qu'on est souvent en train d'imaginer que faire de la qualité, ça va coûter plus cher. Et la question qu'on oublie de se poser, c'est combien coûte la non-qualité? Combien coûte l'hygiène des mains non faite? Ça coûte des infections nosocomiales qui coûtent redoutablement cher. Une infection de voie centrale, c'est plusieurs dizaines de milliers de francs que ça va coûter à l'assurance, à la société, etc. Donc on achète bien des gels de solutions hydroalcooliques pour ce coût-là. Et on peut prendre la prévention des escarres, traiter des escarres de catégorie 3, 4, c'est-à-dire celle où la plaie est importante, etc. C'est des souffrances, c'est la première chose qui est problématique. C'est du perte de dignité, c'est une vocation de soins qui ne se fait pas, mais c'est aussi des coûts en francs qui sont assez considérables. Donc il faut vraiment faire entrer dans l'équation qu'est-ce que ça coûte de ne rien faire. Et souvent, ça coûte redoutablement cher de ne rien faire. Et faire des choses de qualité coûte souvent moins cher. Mais bien sûr, on doit d'abord investir pour obtenir cette qualité. On voit avant tout les francs qu'on investit et on ne voit pas tous nos francs qui partent juste parce qu'on a de la non-qualité. Quels sont les freins que vous rencontrez quand vous travaillez à la mise en place d'un système spécifique d'amélioration de la qualité? Un frein qu'on rencontre assez fréquemment, c'est la non-prise de conscience du problème. Ça, c'est quelque chose qui nous guette aussi un petit peu en Suisse, un peu plus qu'ailleurs, parce qu'en Suisse, on pense qu'on a un très bon système de santé. La population est dans l'ensemble satisfaite de son système de santé, les professionnels relativement aussi, en comparaison internationale, et on a des assez bons résultats de santé, donc des indicateurs sur l'espérance de vie, la mortalité, un temps infantile par exemple, etc., sont très bons. Et on a tendance à faire la fausse association de se dire que puisqu'on a des bons indicateurs de santé, c'est qu'on a un bon système de santé et donc des bons établissements de santé. C'est un raisonnement un petit peu court parce que la santé est produite par bien d'autres choses que juste des hôpitaux, par exemple. Les conditions de vie sociales, le niveau économique, l'éducation, l'habitat, tout ça joue beaucoup de rôles. Les systèmes de soins jouent peut-être à raison de 10% de la santé des personnes et tout le reste étant d'autres facteurs. Donc c'est un peu court de se dire on a des bons indicateurs de santé, donc on a un bon système de soins. Le rapport national suisse qui a été publié en 2019, qui fait une sorte d'état des lieux, montre qu'il est assez comparable aux autres pays.
un peu plus cher par contre, mais relativement comparable aux autres pays. Donc on doit quand même accepter de se remettre en question et on doit accepter qu'il y a une nécessité d'amener certains changements et certaines améliorations. Et ça, je pense que c'est souvent le frein, un petit peu l'obstacle de départ, c'est la non-prise de conscience qu'on doit bouger et qu'on doit changer. Une non-prise de conscience par qui? Par les professionnels de santé qui ne voient pas pourquoi ils changeraient leurs bonnes pratiques ou leurs pratiques, de la politique qui ne mettrait pas les forces, l'argent, des assureurs? J'ai l'impression que tout est un petit peu lié, c'est-à-dire que les professionnels ont l'impression de vivre dans un bon système et donc il n'y a pas besoin de le réparer et qui n'ont pas vraiment une pression de la population qui ne prend pas conscience que le système peut être amélioré et donc ne mandate pas des politiques pour réformer en profondeur et rapidement, etc., comme ça pourrait se passer dans d'autres pays. Donc on a peu de pression, peu d'urgence ressentie de changer les choses. Anthony Staines, si vous aviez la possibilité de changer les choses drastiquement pour que l'amélioration de la qualité soit vraiment effective, rapide, parfaite, allez, osons le mot parfaite, par quoi commenceriez-vous? Où iriez-vous? Que feriez-vous? Il y a tellement de choses qu'il faudrait faire et qu'il faudrait changer, mais on va prendre un exemple concret. Je pense que beaucoup de choses commencent par la gouvernance. C'est-à-dire, si je prends l'exemple de l'hôpital, c'est le conseil d'administration. Et qu'est-ce qui se passe dans des séances de conseil d'administration? Eh bien, souvent dans une séance, on examine les comptes. La séance suivante, on adopte le budget de l'exercice suivant. Et puis après, on revient aux comptes. Et de temps en temps, il y a un projet architectural qu'on examine. Mais combien de fois est-ce qu'on parle de qualité des soins, de sécurité des patients, est-ce qu'on est centré sur le patient? Et quels indicateurs on a pour ces choses-là? On a des indicateurs pour les dépassements budgétaires, pour les taux d'occupation de l'hôpital, etc. Mais si on ne discute pas de la qualité des soins et de la sécurité des patients, quelle impression est-ce que ça donne? Ça peut créer l'impression que la direction générale est évaluée sur le taux d'occupation, sur l'équilibre budgétaire, et pas sur qu'est-ce qui est important pour le patient, pas sur les événements indésirables qui se produisent, pas sur la conformité aux bonnes pratiques, etc., dans l'établissement. Et donc, je pense qu'il est très important qu'il y ait un temps, et pas un temps anodin, à l'agenda, à l'ordre du jour du conseil d'administration, pour que, ce faisant, le conseil d'administration manifeste que c'est une priorité stratégique, parce que c'est le rôle du conseil d'administration. Il s'occupait des détails opérationnels, il s'occupe de ce qui est stratégique. Oui, mais alors, est-ce que la qualité des soins et la sécurité des patients est stratégique? Si on répond oui, je répondrai oui, eh bien ça doit être à l'agenda et il doit y avoir des indicateurs et des discussions, un temps de séance pas anodin consacré à ça. Vous êtes, Anthony Staines, l'aiguillon qui va faire un peu mal à la gouvernance dans les hôpitaux en rappelant cela? Bien sûr, disons, parfois sous forme d'aiguillon, parfois sous forme de séminaires, de formation, de sensibilisation, etc. Et souvent, ce message percute et est entendu. Et dans certains conseils d'administration, c'est maintenant le premier point de chaque ordre du jour. Il y a quart d'heure mis pour la qualité des soins et la sécurité des patients dans certains conseils d'administration de certains hôpitaux. Et je fais le pari que petit à petit, cela fera tache d'huile, parce que c'est déjà le cas aux États-Unis et en Angleterre. Malheureusement, en Angleterre, c'est à la suite d'un certain nombre de scandales à grande échelle, dans lesquels les conseils d'administration se sont trouvés très mal pris, parce qu'ils n'avaient pas suivi les choses comme ils devraient. Vraiment, je souhaite qu'on n'ait pas besoin de scandales à grande échelle pour que nos pratiques évoluent. Merci beaucoup. Ce podcast vous a été proposé par la Direction générale de la santé de l'État de Vaud. Il a été réalisé par Laurence Bollomet et le service de communication et de création audiovisuelle du CHUV. La musique est de Wastellander. Vous pouvez retrouver d'autres podcasts sur notre plateforme.